J'inviterai maintenant M. François Dupont, Geneviève Follum et Éric Guimont à venir en avant. Je vous les présente. Ils vont présenter à l'activité physique qui soutient l'apprentissage une intervention pour favoriser la réussite éducative. C'est organisé avec la personne des vues, évidemment, cette séquence-là. Hein? Motivation après ça avec l'activité physique. François Dupont, titulaire d'un doctorat en sciences de l'activité physique de l'Université de Montréal. Il est actuellement chercheur postdoctoral à l'Université de Sherbrooke et affilié au Centre interuniversitaire de la formation de la profession enseignante. Ses travaux postdoctoraux portent sur l'activité physique et la sédentarité en milieu scolaire. Fantastique. Geneviève Follum, elle est agente de services régionaux du soutien et d'expertise pour le dossier des difficultés d'apprentissage au secondaire de la région de l'Outaouais. Depuis 2019, elle agit également en titre de personne ressource au sein de l'équipe Corps actif cerveau performant, dont on a vu la petite vidéo plus tôt. Une initiative interdisciplinaire qui accompagne les milieux scolaires dans l'intégration de l'activité physique comme levier d'apprentissage. Et fantastique équipe, troisième personne, M. Guimont, est co-responsable d'équipe régionale Corps actif et cerveau performant en Outaouais et joue un rôle clé dans l'accompagnement des milieux scolaires pour intégrer l'activité physique au service de la réussite éducative. Alors, on vous écoute avec grand intérêt. Merci. Je te laisse commencer. Oui, bien, je commencerai par, je vous demanderai de vous lever debout et de pousser votre chaise. Oh. Donc, poussez votre chaise. Ceux qui sont en sandales, peut-être les enlever ou faire attention. Peut-être commencer par des mouvements d'étirement un peu des bras, une petite rotation, juste un peu dire. OK, ça va bien comme ça. Peut-être même chose pour les jambes, là, juste dégourdir un peu. Là, on va vous demander de faire un petit peu plus de pep. On va commencer par juste faire un petit jogging sur place. Hein, ça va bien, c'est ça. Ça va aller un peu plus vite. Ah oui, on peut rajouter des sauts étoiles sans frapper tout le monde. Des petits sauts étoiles. OK, c'est bon. On peut maintenant s'accoter sur la table, faire 1 ou 2 push-ups. Hein? Oui. Je peux le faire moi aussi, hein? On donne l'exemple. Excellent. On peut recommencer avec un autre petit jogging sur place. Excellent. Peut-être en profiter pour étirer les bras vers le haut. Côté. Côté, mon Dieu, c'est beau d'ici. Excellent. Peut-être bouger les épaules. Puis on peut se rasseoir. Pause active. Bon, merci d'avoir participé. Hein, vous avez le sourire, mais c'est aussi ce qui se passe quand on le fait dans nos cours à l'université. Si vous enseignez à l'université, si vous êtes un prof de cégep, vous pouvez faire ça. Au secondaire, quand tout le monde est de même, c'est le temps. Puis au primaire, là, quand ils sont là, c'est le temps de bouger. D'accord? Pourquoi c'est le temps de bouger? Peut-être on va cliquer. On a-tu un cliqueur? Là? Non? Pardon? OK. Que déjà, toute la théorie, dans le fond, qui a amené c'est le projet Corps actif cerveau performant, mais ça vient de Harvard, hein, qui est John Ratey, qui a commencé à dire, hey, ils sont plus activés. Il avait parlé d'un professeur en Illinois aussi, que je vais vous parler, qui faisait ça avec ses jeunes. Puis il a dit, bien, on va mettre l'encéphalogramme, hein, l'électroencéphalogramme, puis on va regarder ce qui se passe au cerveau. Puis là, tu sais, les moments il a vu que, regardez, juste après une vingtaine de minutes, l'activité cérébrale, elle perdure dans le temps. Il y a quelque chose qui se passe là. On a commencé à parler, hein, avec Hillman, avec Ratey, d'un fertilisant au cerveau. C'est sûr que ça fait vendre des livres, des gros mots comme ça, mais c'est quand même intéressant. Qu'est-ce qu'on sait maintenant en sciences de l'activité physique, en neurophysiologie, l'activité physique, c'est que, attention, ce n'est pas tout à fait ça. Il y a une courbe, hein? Il y a une courbe où si Eric vous avait demandé de toujours continuer, puis on va monter l'intensité, hein, on va arriver à une petite étoile qui est comme
là où on veut être pour le cerveau, pour la suite, hein, pour après l'activité physique. Mais si on continue trop loin, là, on surcharge, hein, parce que vous ne vous rendez pas compte, mais là, le sang va plus vite, l'activité métabolique va plus vite que votre cerveau. Il faut qu'il gère ça, lui, là. OK? Il faut faire attention. Que, finalement, on voit en ce moment que l'attention, la mémoire, l'inhibition, l'activité physique ou le chrono-activité physique, hein, quand on va placer l'activité physique par rapport à une tâche cognitive, joue un rôle. Puis, quand on essaie de transférer ça au niveau académique, c'est surtout en mathématiques qu'on voit ces résultats-là. Puis, je reviens dans les années 2000, hein, mon fameux professeur que j'ai de la misère à nommer, là, Paul Zindarski, lui, il avait eu ce réflexe-là de dire « Hey, je vais placer une séance d'activité physique, d'éducation physique avant une classe de mathématiques, par exemple, puis je vais faire un cours de contrôle où il n'y en aura pas avant. » Puis il a vu, hein, la première diapo, quand même, à la lecture, 50 d'amélioration. Il a fait plusieurs cohortes, là. Ce n'est pas une cohorte de 30, c'est des centaines d'élèves. Puis en mathématiques, c'est encore plus grand les effets. C'était une étude que de là est née finalement l'initiative CACP. Comme vous pouvez voir sur la ligne de temps, on a commencé en 2010. J'étais enseignant à une école primaire dans le secteur Roll de Gatineau. On a eu une rencontre avec une conseillère pédagogique en adaptation scolaire, Mélanie Huard, qui, durant la rencontre, a mentionné que des fois, quand les garçons sortent à l'extérieur, faire l'activité physique, ça peut aider après ça pour les apprentissages, en tout cas pour le cerveau. Moi, j'étais un peu Thomas. J'ai dit, OK. Le lendemain matin, je l'ai essayé. J'ai amené des enfants d'une classe qui était un peu deuxième année, je m'en souviens. Je les ai amenés faire de la raquette dans la montagne. Puis au lieu de faire une balade, j'ai fait on a monté, descendu, monté, descendu, monté, descendu. Beaucoup de fois pour que le cardio soit intense. Je les ai ramenés à l'intérieur, je les ai ramenés en classe. Après ça, il y a eu une période d'apprentissage en classe que l'enseignant ne le savait pas. Puis par la suite, à la pause, je suis allé écouter dans la salle des profs, les profs, ils aiment ça jaser. Puis elle parlait comme quoi, hey, je ne sais pas ce qu'il y avait mes élèves ce matin, tantôt, mais quand ils sont revenus, ils étaient dedans, j'ai pu faire ci, j'ai pu faire. Ah, là, j'ai réécrit à Mélanie, dans le temps que le courriel commençait. J'ai dit, écoute, ça marche, je pense, mais puis là, elle m'a comme donné d'autres conseils. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble, à fouiller dans la littérature ce qui existait, puis moi, je l'expérimentais terrain. Puis on a commencé avec une école secondaire, une école primaire, que les directions ont bien voulu nous permettre d'utiliser leurs élèves et leurs plateaux comme laboratoire. Puis ça, dans le fond, c'est dans les années 2010-2011. Puis, hein? Je prends la relève, vous m'entendez bien? Oui, bonjour. Donc, alors depuis 2010, vous voyez, là, on est en 2025. Ça fait 15 ans, en fait, que cette approche-là se déploie dans les différents milieux. Cette initiative-là qui est partie avec Éric et Mélanie, ça a fait des petits dans notre région, là. Au début, il y a un centre de service, en particulier celui des portages de l'Outaouais, qui a mobilisé son personnel pour creuser cette approche-là, là, de vraiment aller à fond dans l'expérimentation. Puis les témoignages, en fait, c'était très descriptif comme information, ce qu'on avait, mais les témoignages nous encourageaient beaucoup. Et moi, je suis arrivée comme agent des services régionaux en 2019. Et à ce moment-là, on était comme dans un second souffle. Ça s'est déployé dans l'ensemble des centres de services de notre région. Puis maintenant, on a une équipe de co-responsables. C'est assez important. Puis on a convaincu assez de gens dans notre région, dans le réseau scolaire, pour que les hautes directions des centres de services scolaires nous mandatent, en fait, pour accompagner les écoles dans l'application de cette approche-là dans nos milieux. Donc, on est mandaté jusqu'en 2031 pour le faire. Donc, on est vraiment super contents parce que c'est sûr que, vous le savez, là, dans le milieu scolaire, il y a de la mobilité, les gens en place changent, les cohortes sont différentes, les conditions aussi d'opérationnalisation sont différentes, et malgré tout, on est toujours au rendez-vous après 15 ans. Donc, qu'est-ce que l'approche CACP? Qu'est-ce que l'approche correctif cerveau performant? En fait, ça se décline en deux volets. Il y a
En fait, ce sur quoi on se base, c'est que l'activité physique, elle prédispose le cerveau aux apprentissages. Ça, c'est la prémisse de base. Et ce qu'on a expérimenté ensemble, c'était une toute petite version de la pause active. Donc, ça, c'est le premier volet de notre approche. Donc, la pause active, donc, on propose aux élèves une période de 5 à 7 minutes d'activité physique contrôlée, donc on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Et ensuite, on guide un retour au calme d'environ 3 à 5 minutes. Donc, cette activité-là est là vraiment comme fonction de ramener un bon niveau d'attention et de concentration chez les élèves. Je dirais même qu'on peut l'utiliser, c'est comme un as dans notre poche. On l'utilise, ça peut être plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par jour. C'est vraiment la manière dont on va juger, en fait, du pouls de la classe. Donc, les élèves qui sont en perte de vitesse, en perte d'attention, bien, c'est le bon moment là, d'amener la pause active parce que ça joue le fait comme d'un boost de concentration, puis ça ramène les élèves sur la tâche par la suite. Donc, comme je disais, c'est vraiment au moment opportun. Donc, on préconise que ce soit le titulaire de classe qui va organiser la pause active, donc l'animer, mais on va faire attention au moment où on va l'utiliser parce que si on choisit de le faire dans un moment où les élèves sont déjà bien concentrés, on peut comprendre qu'on pourrait avoir l'effet contraire de ce qui est souhaité. Vous en aviez besoin, c'est pour ça qu'on a fait. Non, il y a plein d'exemples de pauses actives. Dans l'accompagnement qu'on fait dans les milieux, on les accompagne là-dedans parce que c'est un sujet à la mode aussi. Puis, on pourrait avoir des pauses actives sans gluten, ça poignerait beaucoup, mais on veut vraiment les faire comme il faut. Exemple, des parcours dans le corridor, bien, c'est bien beau, mais si vous mettez une marelle devant une porte de classe de préscolaire, ça ne marchera pas. Okay? C'est pour ça qu'on a des exemples de corridors actifs. Donc, ça aussi, il y a un accompagnement qui se fait. Des fois, ça peut se faire seul, ça peut se faire en groupe. Bref, ça, c'est pour notre formule pause active. Là, notre modèle pause active, on les accompagne beaucoup. Il y a aussi les 3A. Ça, c'est l'activité physique avant les apprentissages. Ça, c'est là qu'on essaie d'aller. La pause active est souvent comme porte d'entrée dans un milieu. Puis on essaie d'aller faire ça. Ce qu'on veut faire, c'est faire un 20 minutes d'activité physique intense. Donc, une intensité élevée là, qui fait qu'on est à 70-80 % de la fréquence cardiaque maximale pendant au moins 20 minutes. Et après ça, on fait un retour au calme de 10 minutes. C'est vraiment important. C'est souvent là qu'on le réduit puisqu'on manque de temps, mais il faut vraiment le faire. Puis après ça, on prédispose de 120 minutes où les apprentissages vont pouvoir être bénéfiques sur l'élève, donc où le cerveau il est vraiment prédisposé. C'est pour ça que souvent, on va privilégier les périodes tôt le matin, surtout avec les élèves en 2e, 3e cycle et plus. Donc, c'est la formule là, qu'on essaye de préconiser. La recherche dit qu'il faudrait aller à 30 minutes. C'est vrai, mais dans le cadre scolaire, souvent avec les horaires, tout ça, la façon d'arranger les horaires, d'arranger les tâches, c'est peut-être plus facile 20 minutes pour commencer. Mais dans certains milieux, on monte à 30, on monte même des fois à 1 heure, dépendamment des milieux. Le petit clin d'œil que vous avez eu tantôt, la petite vidéo avant que les sandwichs arrivent, c'est le volet 3A que présentement, on est en projet de recherche avec la chaire de recherche Québec pour évaluer concrètement les retombées de l'utilisation de cette approche-là. Le volet des 3A est un peu plus complexe parce qu'on a vraiment besoin d'une concertation d'expertise dans le milieu pour pouvoir le mettre en place. Ça ne relève pas juste sur les épaules du prof d'éducation physique et à la santé parce qu'il y a comme une cohérence dans l'intervention pédagogique qu'il faut mettre en place pour s'assurer de récupérer, en fait, avoir les bénéfices qu'on attend, c'est-à-dire des élèves qui sont disposés à faire des apprentissages et on va viser, en fait, des apprentissages en fonction des besoins des élèves. On va avoir certaines modalités aussi. Il y en a qui vont faire des demi-groupes, donc l'école qu'on vous a montré tantôt. Donc, des élèves qui partent en demi-cohorte, faire la période CACP, qui reviennent en salle de classe. Et quand ils reviennent, mais là, les services complémentaires collaborent aussi. Donc, ça fait vraiment qu'on a comme un modèle optimal pour soutenir l'apprentissage.
Autant Zintarski que nous, dans nos observations, on le voit qu'il y a des effets vraiment, vraiment importants dans les disciplines, le français, la mathématique encore plus, mais tantôt on vous donnera l'adresse de notre Google Site, mais on voit aussi qu'il y a des effets. En fait, tout apprentissage pourrait être supporté par cette approche-là. Donc, un groupe qui aurait besoin de travailler dans un conseil d'élèves puis avoir des élèves disposés à avoir des conversations courageuses pourrait décider de mettre sa période CACP avant le conseil des élèves, par exemple. Un poignet non négligeable, une meilleure santé, une meilleure condition physique des élèves. Donc, avec aussi, qui est en complémentarité avec le cours d'éducation physique où on voit les apprentissages. Sur le site qu'on va vous partager tantôt, vous allez voir, il y a plusieurs exemples d'écoles avec des vidéos, comment ils le font dans leur milieu. Donc, il n'y a pas une école qui le fait pareil vraiment, c'est vraiment selon les ressources du milieu. L'important, c'est pour commencer un modèle comme ça, il faut y aller étape par étape. On ne mange pas un éléphant d'une bouchée. Il faut vraiment y aller avec le volontariat au début, ceux qui veulent, faire une équipe, parce que si ça repose juste sur la direction, le prof d'éducation physique, bien, s'il s'en va, bien, ça tombe souvent. Bref, vous allez avoir des exemples là, un peu plus comment ça se déploie dans les milieux primaires et secondaires. Puis on a un peu partout au Québec. Donc, En perspective, je vais vous parler on parle d'un nouveau phénomène, la sédentarité. Ça commence à faire quand même plusieurs années, mais on le vit dans nos écoles aussi. On commence à avoir beaucoup de données au Québec qu'on va pouvoir publier éventuellement, mais on voit aux États-Unis quand même que le 2/3 de la période à l'école est sédentaire, est passée sédentaire. Puis même la récréation, on est presque à la moitié du temps de récréation sédentaire chez nos jeunes, chez les jeunes Américains. Puis en éducation physique, c'est une matière. Souvent, on a l'impression, OK, l'éducation physique, c'est pour bouger. Mais non, mais il y a des apprentissages cognitifs à faire, puis il faut prendre un moment pour expliquer, pour enseigner, se mettre en action. On n'apprend pas à jongler tout en étant essoufflé. Il y a une place qu'il faut trouver à l'école pour bouger, puis pour bouger sur différentes intensités. Je vous mets des recommandations ici. La dernière, peut-être certains enseignants ne l'aimeront pas. Ce n'est pas de moi, c'est d'un groupe de recherche là, très reconnu au mondial. Donc, quand ils sont jeunes, il faut vraiment briser 30 minutes maximum de temps sédentaire. On se lève, on peut avoir un environnement flexible. C'est de plus en plus promu. Puis, chez les plus grands, c'est 1 heure. Je vous dirais qu'on pourrait diminuer 45 minutes, une demi-heure aussi. Puis, je vous invite à réfléchir à vous-même. Chez l'adulte aussi, 1 heure de sédentarité, on devrait se lever 5 minutes minimum là, après. Que si vous faites beaucoup d'ordinateurs, vous êtes très sédentaire, moi ça m'arrive, bien, il faut avoir ces petits réflexes-là, puis de briser ça, pas juste se lever nécessairement et chercher l'eau, mais bouger, s'étirer, avoir différentes routines, différentes intensités. Je vais vous parler, je veux remercier l'Observatoire parce que là, on est en train avec le projet CACP, on a parlé de 400 personnes, 400 jeunes, qu'on va avoir un bel échantillon. Mais là, ce qui reste à développer, c'est, mais ceux qu'on isole pour plein de raisons, plein de bonnes, plein de mauvaises, peu importe. Puis, c'est un projet qu'on fait à Saint-Isidore en ce moment, qui est un peu pilote. C'est un projet de recherche-action avec nos élèves TSA, qu'on a 4 classes TSA. Puis, le problème, là, si je reviens au CAA, c'est que si on enlève le C, il reste juste AA. Puis, c'est un peu ça qui se passe. La compétence motrice, si on ne la développe pas, bien, on devient incompétent au niveau moteur. Puis, quand tu es incompétent, bien, le désir, l'intérêt d'engagement, comme le professeur Guy a mentionné, bien, diminue. Que là, on a des élèves avec des conditions particulières qui ne sont pas avantageuses pour eux au niveau scolaire. Puis, si on n'arrive pas à les engager, à les rendre compétents au moins au niveau moteur, mais ce n'est pas juste leur condition qui fait qu'ils régressent. C'est nous qui ne les avons pas assez stimulés. On a monté un projet de recherche-action avec l'école, puis au lieu de s'imposer comme chercheur, on a dit, regardez, on a trouvé de l'argent, on va vous accompagner, on va vous dégager, qu'on va donner l'argent à la direction pour que l'enseignant en éducation physique,
les enseignants, les éducateurs spécialisés, les éducatrices spécialisées, on se met ensemble et on essaie de faire des corridors actifs, des jeux actifs, une armoire active pour ces enfants-là, pour qu'au travers de la journée, quand on ressent le moment, ça peut être un enfant qui va, ou 2 enfants, ou 3 enfants, puis ils ont des petits cartons, j'aurais dû les amener avec un velcro, puis ils se promènent dans le corridor, puis font « Ah, j'ai le goût de faire du vélo actif ». Je colle mon petit collant, je m'assois, je prends un livre que j'aime ou une activité que j'aime, je pédale 5, 10, 15, 20 minutes, je retourne en classe. Puis là, on va voir les retombées de ça. J'espère qu'un jour, on va pouvoir revenir ici vous les montrer. C'est pas mal ça. Merci beaucoup. Merci à mes collègues aussi. Vous pouvez avoir le site, si vous scannez le code barre, vous allez arriver sur notre site. Ou si vous googlez CACP, on va être le 2e qui apparaît. Le premier, c'est l'Association des chefs de police. Voilà. Merci pour... C'est un travail tellement important que vous faites, de tenter d'activer les jeunes à l'école. Ça fait beaucoup de responsabilités sur le dos des écoles là, quand on dit qu'il faut quand même qu'ils bougent à l'école en plus. Mais la réalité, c'est que à la fin de la journée, à 17h30, 18h, les parents n'ont pas la capacité de faire bouger leurs enfants. Puis donc, les enfants, les jeunes ne rencontrent pas les lignes directrices en matière d'activité physique. Les adultes non plus, mais ça, ils sont responsables d'eux-mêmes. Donc, la question que je me pose, c'est... Bon, premièrement, si je comprends bien, votre programme, ça se fait en classe. Quand vous dites, est-ce que c'est à la portée de tous les enseignants, d'activer les apprentissages en classe, comme vous le proposez avec les lignes directrices que vous suggérez? Oui. Dans le fond, le programme est chapeauté par l'enseignant d'éducation physique, que lui, c'est un spécialiste dans le domaine. Donc oui, il peut accompagner les enseignants de classe ou des fois, on engage des animateurs. Puis l'enseignant va comme prescrire une posologie d'exercice en disant il faut qu'il y ait une intensité élevée pendant 20 minutes, il faut qu'il y ait un retour au calme de 10 minutes, puis ils vont les accompagner là-dedans. Au secondaire, c'est les profs en adaptation scolaire de mathématiques qui, eux, entre eux, au lieu de faire de la surveillance de casier, ils allaient chercher la moitié d'un autre groupe pendant leur période libre pour les amener au mini-gym. Mais l'enseignant d'éducation physique leur a tous les a coachés, si on veut, avec la postologie d'exercice, puis accompagner aussi les élèves là-dedans. Donc oui, ça se fait, comme dans la vidéo, vous avez vu tantôt, Marie-Pierre a mentionné qu'en éducation physique, on a un programme à voir, mais un programme comme ça, on veut faire bouger les élèves pour monter l'intensité. On va souvent utiliser même des choses qu'ils connaissent déjà, surtout les clientèles spécifiques comme TSA, on va prendre les mêmes jeux, les mêmes activités, moins de sport d'équipe pour moins créer de conflits, pour pas qu'ils ramènent les conflits dans la classe après. On va faire plus d'activités cycliques. Donc, c'est tout. Puis les enfants sont au courant aussi. On les met au courant de la démarche pour que, justement, ils soient conscients qu'ils le font pour mieux apprendre. J'ajouterais que sur notre site, on a des outils pour aider les milieux à faire l'analyse, en fait, de leurs besoins, de leur intention d'utiliser cette approche-là et des considérants vraiment à regarder en équipe. Puis, aujourd'hui, on vous parle de ce qui se fait en Outaouais, mais sachez que moi, dans mon rôle, j'y travaille comme facilitatrice avec 2 de mes collègues et on accompagne aussi des écoles partout au Québec, là. Donc, si on a piqué votre curiosité, n'hésitez pas à faire appel à nous. Je veux juste rajouter un petit truc, c'est que c'est pas un one fit for all. Exact. Que vous devez l'adapter à votre milieu, à vous. Et c'est pas si simple. C'est pas tout le monde qui croit d'emblée à ça. N'hésitez pas à les contacter, c'est très important. Oui, il faut y croire parce que ça dérange dans une école. Je le dis comme ça, là. C'est un changement de pratique. Hein? C'est pour ça que le volontariat, souvent au début, c'est puis avoir un comité qui embarque, ça l'aide beaucoup. Oui. Bonjour. Là, vous avez présenté dans vos données tout à l'heure que le cerveau restait actif pendant 120 minutes suite à la période d'activité physique à 80 % du battement de cœur maximum. Mais est-ce que les données vont jusqu'à assez loin pour
mettre en lumière les taux de réussite augmentés ou de l'apprentissage plus développé ou... En fait, on a certaines données qui nous ont été partagées informellement. Le projet de recherche, présentement, ce n'est pas ça qu'on va mesurer, mais on a eu des témoignages. Puis si vous allez encore sur le site, vous allez voir aussi, on a certaines capsules vidéo où on a des directions d'établissement qui ont fait des témoignages, qui ont fait des suivis de cohorte. Nous, on ne se prononce pas nécessairement parce que c'est difficile d'isoler le facteur CACP sur la réussite de l'élève. Mais on a quand même beaucoup de témoignages qui nous ont montré vraiment des progressions incroyables d'élèves, là, particulièrement en mathématiques. Quand on met la période CACP juste avant un cours de mathématiques, c'est là où on a le meilleur effet. Peut-être faire attention parce que souvent, dans les études, des fois, on va associer la qualité cardiovasculaire à la réussite scolaire. Mais qu'est-ce qui a amené la qualité cardiovasculaire? Ça, on le voit plus dans les limites de l'étude. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un lien entre l'activité physique puis les fonctions exécutives post-activité physique. Petit. Puis ce qu'on sait, c'est que le chrono-exercice, on l'entend moins, ces termes-là, mais c'est ça, le positionnement de l'activité physique est un outil dans l'école. Puis il va falloir commencer peut-être à l'utiliser, comme le positionnement de l'activité physique avec l'alimentation et la nutrition est un outil contre l'obésité. Des cibles de projets de recherche futurs, comprendre le comment l'effet émerge et circonscrire un peu sur d'autres aspects. Je pense que c'est des bonnes idées, peut-être. D'autres questions? Non, vous êtes prêts une pause. Ah! Non, je veux juste faire un petit commentaire méthodologique parce qu'on parle de petits effets. Les effets sont toujours petits dans nos domaines. Toujours. Même les interventions quand même assez probantes ont des... En psychosocial, en éducation, en apprentissage, les effets sont toujours petits. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas agir sur les résultats qu'on a. Oui, exact. C'est les saines habitudes de vie. Si on isole une habitude de vie, on va avoir des résultats. Si on les cumule, on va en avoir d'autres, peut-être qui vont être moyens à élever. Oui, j'ai deux petits commentaires. Si je résume ce que vous dites, ça veut dire que les élèves qui sont marcheurs, ils vont mieux réussir que les élèves qui prennent les bus. Parce que généralement, quand tu marches, je prends mon expérience à moi, bon, je ne dis pas que c'est... Mais quand on va à l'école à pied, bon, possiblement on est performant 120 minutes. Ben, c'est le lien que je retire. Donc, c'est ça. Mais dans le fond, on sait que dès qu'il y a activité physique, exactement, il va sûrement avoir des bienfaits. OK. Est-ce qu'on peut mesurer exactement cette variante-là? Je ne suis pas sûr que nous, on peut faire ça, mais c'est sûr qu'il y a des effets, un peu comme vous disiez. Il y a tout le temps, c'est tout le temps positif. Puis comme on n'est pas, le monde de l'éducation étant pas une science pure, là, parce que on mélange des molécules et on voit tel résultat, moi, je préconise que oui. Puis d'ailleurs, on voit beaucoup d'initiatives depuis quelques années, là, des vélobus, des trottobus, des trottinobus, bref, pour encourager le transport actif, parce que c'est un temps où est-ce que les gens peuvent être actifs tout en alliant fonctionnalité. Je pense que oui, mais comme vous dites, je pense qu'on peut pas juste isoler ça. Le deuxième commentaire que je voulais vous dire, que moi l'idée, je la trouve très... le fait de bouger avec les élèves, mais moi, dans mon école à moi, à Laval, il y a des réalités. Donc, on est surchargé dans les classes au secondaire. Donc, je trouve ça dommage qu'il y a quelques années, on a pensé à l'école du futur. Il y avait le premier cycle et le deuxième cycle, secondaire 1 et 2 dans une école, secondaire 3, 4, 5 dans une école. On a tout assemblé ça, puis on n'a pas pensé on a des problèmes de locaux, on a des... Donc, moi, je trouve ça dommage nous, en tant qu'enseignants, moi-même, je parle de moi-même, les solutions, on les voit, mais pour les appliquer, on sait qu'il faut bouger, on sait qu'il faut venir, on sait qu'il faut plus d'heures d'éducation physique à tous les problèmes qu'on passe aujourd'hui, mais pour les appliquer, c'est ça. Donc, c'est le commentaire que je voulais ajouter. Merci. Oui.
J'ajouterais que à la partie d'éducation physique, il ne faut surtout pas oublier le retour au calme, parce que vous savez ce que ça peut faire des élèves qui sont surexcités par une activité physique, qui retournent en salle de classe. Donc, la période de retour au calme est vraiment, vraiment importante. Et un des bénéfices, en fait, de cette activité-là, c'est l'effet sur le climat de classe. Alors oui, individuellement, les élèves qui ont fait la période CACP, le cerveau est prédisposé à apprendre, mais de manière collatérale, l'effet sur le groupe, comme le témoignait l'enseignante dans la vidéo, c'est que le climat de classe est aussi optimal pour les apprentissages. Peut-être pour répondre à votre deuxième question. C'est sûr que nous autres, dans notre équipe, ce qu'on a fait de faire, c'est regarder en dehors de la boîte. Vous êtes dans vos milieux, puis des fois, on arrive avec des... On voit des choses peut-être qu'on a vues ailleurs, puis qui pourraient s'appliquer chez vous, peut-être pas. C'est pour ça que des fois, c'est surprenant. Là. Moi, mon école, c'est une école de 100 ans dans le vieux hall. Je suis entouré de béton, clôturé avec du béton. Mais on trouve la façon de le faire quand même. Puis à cause que j'ai vu des choses à d'autres écoles, puis c'est ça, c'est la richesse de l'équipe régionale, c'est qu'on se promène dans toutes les écoles, on a des gens terrain pour l'appliquer, puis on est vraiment en mode solution. On est vraiment en train... Comment chez vous, on pourrait vous aider à l'implanter? Puis plus ça... On sait que ça prend du temps, là, on les accompagne beaucoup au début, puis plus ça va, plus on s'en va, puis l'école devient autonome là-dedans. C'est le mandat qu'on s'est donné. Fait que c'est peut-être ça, des fois, avoir un regard... On amène un regard différent, on amène des ressources peut-être qu'on ne pense pas. Ouais. Un grand merci, François, Geneviève et Éric.